Bonjour Yannick, Bonjour David. ravi de te revoir pour prolonger ce cheminement qu'on a tous les deux depuis quelques interviews maintenant. Et on ne pouvait pas manquer un sujet ô combien important, qui est le sujet du questionnement sur la vie et la mort. Oui. Et la première fois que je me suis posé ces questions, Yannick, c'est quand j'ai lu un article qui formulait les choses ainsi. Il disait que les Occidentaux, moins maintenant, mais étaient plutôt conditionnés à opposer la vie à la mort. Et que dans la tradition non dualiste de l'Orient, en fait, c'était la naissance qui était opposée à la mort. Et ça m'a beaucoup interrogé quand j'étais adolescent. Et je me suis rendu compte, finalement, qu'en effet, trouver des réponses à la mort, c'est sûrement, à mon avis, trouver des réponses à ce questionnement quel est le lien entre la naissance et la mort. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma recherche intérieure, en essayant de me questionner sur moi-même, sur ma propre finitude. Voilà. Et rapidement, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que la vie est comparable à un miroir. Si tu souris au miroir, le miroir te sourit. Et je me suis dit que notre profondeur et notre réconciliation avec la mort est proportionnelle à notre maturité intérieure, liée finalement aux grandes questions métaphysiques qu'on échange tous les deux depuis quelques interviews, qui sont fondamentales, parce que si on ne sait pas d'où on vient, qui on est, où on va, comment peut-on prétendre à vouloir, participer à un changement de paradigme qui va vers ce qu'on appelle le meilleur, du potentiel qui est l'être humain, qui est pour moi formidable, dans le sens qu'il est capable du pire et du meilleur. Et le meilleur du meilleur est pour moi cette question fondamentale, finalement. Le secret de la mort ne serait pas ce secret qui est qui je suis et quel est le sens de ma vie. Et que répondre à cette question pourrait déjà être une première approche d'apprivoisement de la mort, puisque la mort n'est pas la réponse en elle-même, c'est notre méconnaissance de la vie qui rend peut-être étrangère cette mort-là qui nous attend. Exactement. C'est effectivement, comme tu l'as bien expliqué, la mort n'est pas l'opposé à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait plutôt la naissance qui serait l'opposition à la mort, à mourir. Parce que les deux sont associés à la vie. La naissance jusqu'à la mort. L'ensemble fait ce qu'on appelle la vie. Ce que je sais, c'est que la mort viendra. Et c'est marrant parce que c'est la seule vérité vraie, à 100% universelle. C'est ça. Alors j'ai compris qu'à travers ce raisonnement, que c'est marrant, la seule chose qu'on peut dire de vrai, c'est concernant la mort. Et c'est là, en prolongeant ce que tu dis, Yannick, en fait, oui, quand je te parlais du miroir, en fait, ce miroir est proportionnel, c'est-à-dire qu'il donne une image déformante en fonction de notre maturité intérieure. Quand je parle de maturité intérieure, c'est finalement la question de cette nécessité vitale du qui suis-je. Voilà. Et le qui suis-je fait intervenir le rapport de cette nécessité également vitale de s'auto-questionner. Et l'auto-questionnement, cette deuxième question est venue vite entraînée par la première approche, qui est mon approche hindouiste ou védiste du védisme a une définition que si le mental meurt, la conscience apparaît. Donc je me suis interrogé sur cette question. Finalement, quand apparaît
la conscience quand l'embryon se forme. Et je me suis dit, très vite, c'est une fausse question, puisque la conscience est le tout. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à la mort. C'est que ce miroir déformant, c'est quoi? C'est tout simplement que qui a peur de mourir en soi? Qui a peur de mourir en soi? Est-ce que j'ai peur de mourir? Fondamentalement, si on est conscience, on n'a pas à avoir peur de la mort, puisqu'on est conscience. Puisque la conscience englobe le début et la fin. Elle est infinie. Donc, qui a peur de mourir? Et en fait, mais qui a peur de mourir? C'est tout simplement mes propres finitudes, construites par mon mental. Qui a peur de mourir? C'est mon mental. Oui. Et pourquoi il a peur de mourir? Parce qu'il n'est pas équipé pour mourir. Il est équipé pour me donner l'illusion que je suis dans une vie éternelle, avec des besoins primaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, parce que j'ai eu l'occasion d'approcher des personnes dans l'interrogation, dans l'angoisse. Et souvent, en fait, ce qui ressurgit à travers la mort, c'est en fait le sentiment du non-achèvement qu'a vécu la personne dans sa vie. C'est-à-dire de ne pas avoir reçu ce qu'elle avait à recevoir, de ne pas avoir donné ce qu'elle avait à donner, de n'avoir pas fait ce qu'elle avait à faire. Un regret, culpabilité, voilà. Et ça, je me suis dit, voilà donc les clés, peut-être, de notre projection sur une mort qui n'est pas si effrayante que ça. Avoir peur de la mort, ce serait un peu comme avoir peur de voir la fin du film au cinéma. Or, une vie complète, elle est essentiellement remplie du début jusqu'à la fin. Donc, avoir peur de la mort, c'est une peur de vérité aussi. Avoir une peur de la vérité. Et il peut y avoir un sentiment de regret, de culpabilité, de ne pas avoir fait. Moi, j'attribue ça aussi encore à de l'ego. La culpabilité ou le regret de ne pas avoir fait « Oh, mais si j'avais su, je serais parti sur une île ou j'aurais fait 3 enfants. » C'est ça. Voilà. C'est un regret, c'est encore une fois de plus une forme de se donner des coups de fouet. Car une vie, peu importe la vie que l'on a vécue, elle est telle qu'elle est. Et quoi qu'il arrive qu'on en pense, on a fait un travail dans la matière d'évolution. Exact. Et c'est ce travail dans la matière, quel que soit son passé, qui fait que pour évoluer dans cette dualité, puisqu'on est polarité, il faut bien s'appuyer sur ce qu'on appelle du matériel qui est brut, dégrossissage de sa pierre brute, comme on dit. Et ce dégrossissage, c'est pas grâce à ton passé que je vais pouvoir progresser, c'est grâce à son passé personnel. Bien sûr. Et c'est là qu'on parle souvent de distorsion. Enfin, j'en parle, tu me diras si tu es d'accord, mais en fait, le piège, c'est que, pour moi, c'est un conditionnement de faire croire aux personnes que la mort est l'ennemi. Parce que, en se positionnant sur ce conditionnement que la mort est l'ennemi, on enferme les gens dans une forme de protection excessive, dans une forme de plaisir excessif, de consommation excessive, sans surtout ne pas se poser la question sur la mort. Et on vit un monde, si tu te rends compte, qui nous fait croire que nous sommes éternels. Chacun. Et que combien de fois j'ai vu des personnes qui, à 60 ans, continuaient à y aller dans leur vie, etc., sans s'interroger que peut-être dans 20 ou 30 ans, la lumière va s'éteindre. Mais qui s'éteint? Tu vois, c'est toujours cette même question. Qui a peur? Qui s'éteint? Est-ce que c'est le... Et qui s'éteint? On est d'accord que, regarde, qui s'éteint? À un moment, le corps organique s'éteint. Voilà. Donc, il est dans la finitude, donc, et comme nous faisons partie intégrante du cosmos, on va dire, pour aller
pour dire simplement les choses, cosmos qui veut dire l'ensemble des choses, le tout. Donc on voit bien qu'on a déjà un rapport, que notre physique singulier est complètement lié au corps physique universel. Eh bien, ce corps, le mien, qui va se décomposer un jour, va rejoindre finalement le corps physique universel à travers peut-être des oiseaux qui vont venir me manger, des vers de terre, les atomes, etc. Donc ce corps ne va pas continuer. Pas sous cette forme-là, en tout cas. Et voilà, la question, c'est voilà. qu'est-ce qui reste, qui se prolonge d'une façon indirecte à travers l'histoire particulière, à travers l'histoire cosmique, etc. Et donc, je me suis dit, je me regarde dans la glace et je me dis, qui va mourir en moi et qui a peur? Assurément, la partie en moi qui a peur, c'est mon mental. Pourquoi a-t-il peur? On en parlera si tu veux. Je me dis, mais qu'est-ce qui demeure en fait? Je me dis, il est évident, dans toutes les traditions, on parle de la triade, corps, âme, esprit. En Inde, on parle du corps physique, du corps subtil et du corps causal. Et de même que le corps physique est intégré complètement au corps physique universel, le corps subtil, qui est l'âme, est incarné dans l'âme universelle, et le corps causal, qui est en Inde, on appelle ça le Brahman actif, qui est dans le Brahman actif, c'est tout ce grand mouvement de création, préservation, destruction, création, préservation, destruction, etc. Et en fait, Yannick, je crois vraiment que le miroir complice du visage qui regarde ce miroir, c'est l'âme. L'âme, c'est finalement la rencontre entre le soi profond qui expérimente quelque chose et nos émotions et la cogitation de notre mental. Et c'est là qu'est la partie pour moi du levier le plus fragile, mais le plus précieux, qui fait qu'on peut basculer de la peur à la confiance. Alors je te dis, c'est ma réflexion, puis on va voir où ça va nous mener. Alors, ce qui est intéressant, tu as précisé que dans cette société, on nous fait croire que notre ennemi est la mort, que la mort est quelque chose de diabolique, qu'il faut l'éviter à tout prix. Alors, évidemment, c'est pas non plus une nécessité d'y aller vers. Hein. On ne cherche pas non plus à mourir. Mais c'est assez pertinent de voir que l'humain a peur de la vérité, d'une vérité. Oui. C'est qu'en fait, là encore, c'est une représentation extérieure. On peut regarder cet ensemble et de voir que vraiment la vérité fait peur, que la réalité fait peur, parce que si c'est une vérité, c'est la plus grande des vérités. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est inéluctable, c'est quelque chose qui arrivera. Alors qu'on peut s'imaginer avec une belle maison, 3-4 enfants, ce que l'on veut, quoi qu'il arrivera, la mort arrivera. Et ça, le mental, c'est ce qui lui fait le plus peur. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que même si c'est rentré dans les mœurs et c'est rentré dans le conditionnement, il y a toujours une cause initiale à ceci. Intérieurement, pourquoi est-ce qu'on refuse, on n'admet pas notre propre mort? Qu'est-ce qui fait quand même qu'une relation de douleur s'installe en nous lorsqu'il y a une perte d'un proche, ou lorsque l'on pense nous-mêmes à notre propre mort? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vient, quelle est la cause première? Regarde, nous vivons, comme tu disais, nous sommes dans un organisme. C'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain est le restant de l'humanité. En nous, chaque cellule est le restant de notre corps. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes, l'ensemble des humains, nous sommes chacun des petites cellules qui fait un organisme complet. Dans la matière, les atomes ou les cellules ont besoin d'autres cellules ou d'autres atomes pour pouvoir exister. Et c'est un des rôles que l'on a au quotidien, que l'on fasse consciemment ou inconsciemment. Notre interaction dans la matière va influencer, va mettre une empreinte chez une autre personne.
lorsqu'on perd une personne proche, il y a une partie d'elle qui est en nous, une empreinte mémorielle qui est installée en nous. On peut l'appeler l'âme. C'est ce qu'on, nous en Occident, comment on dit ça en Inde? C'est le corps subtil. Le corps subtil. Ouais. Ça veut dire le corps subtil qui est un peu plus subtil que le corps grossier. Et le corps subtil reste quand même de la matière. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et ça veut dire que tout ce qui est matière, à quel niveau est le niveau de ma pensée et le niveau de grossièreté, de subtilité de ma pensée correspond finalement à ce passage à travers cette nouvelle naissance, parce qu'on en parlera de cette nouvelle naissance qu'est la mort. Et juste, ce que tu dis est vraiment vrai, c'est que, enfin, vrai dans le sens de notre discussion à tous les deux, c'est que c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment que tout est lié. Et comme une toile d'araignée, en fait, la moindre vibration interfère dans toute la toile. Et je pense que chaque cellule fait partie du tout qui est ce corps, comme ce corps fait partie de ce corps physique universel. Et donc, il est facile d'imaginer que le corps subtil qui est l'âme, qui correspond finalement à des interconnexions de mémoires cumulées, d'émotions refoulées, et qui crée ce qu'on appelle une forme d'identité provisoire de base, dont 80% de personnes traversent leur vie avec cette entité provisoire en pensant qu'elle est vraiment leur identité. En fait, c'est ce qui fait que la peur de la mort, c'est souvent lié au fait que nous savons au fond de nous-mêmes qu'il nous manque un élément dans cette vie qui est un fabuleux voyage, de se dire, et la vie ne serait-ce pas apprivoiser la mort, ne serait-ce pas de ressentir qu'il faut apprendre à mourir. Et je rejoins ce que tu dis à travers la perte de quelqu'un. En fait, la perte de quelqu'un nous fait l'effet miroir que la vie est une transition et que, de toute façon, rien n'est définitif. Et il y a cette notion aussi que ça nous renvoie finalement au degré d'attachement qu'on peut avoir pour une personne. Exactement. Et je vais revenir sur ce sujet. Lorsqu'on perd une personne proche, pourquoi c'est d'autant plus douloureux? Parce que l'attachement à l'image de cette personne, qui a pu nous apprendre beaucoup de choses, ça peut être un père, une mère, un enfant, un voisin, le meilleur ami. On a passé du temps ensemble, donc on a beaucoup appris à travers cette personne. Et donc cette douleur, c'est la disparition dans l'instant présent et dans l'avenir de cette personne qui ne sera plus là pour continuer cet apprentissage intérieur. Parce que la personne qui est décédée, elle n'est plus en souffrance, il n'y a plus de réflexion. Pleurer, être en vraiment basse vibration sur du très long terme sur une personne qui est partie, on pleure pour qui finalement? On pleure pour la personne qui est partie, mais finalement qui n'est plus là, ou alors on pleure pour nous-mêmes, pour notre ego qui a un manque. Oui, on pleure pour soi. On pleure pour soi. On pleure pour soi, et donc en fait, au final, on alourdit cette mémoire, c'est-à-dire qu'on dégrade l'image de ce qui nous reste du passé de cette personne. Oui, c'est une belle... tu ouvres une fenêtre très jolie, je trouve, par rapport à ça. Et ça rejoint encore que de cette fenêtre de l'âme intérieure. Et cette fenêtre de l'âme, c'est finalement notre traversée aussi dans la dualité. Je pense que pour apprendre à mourir, il faut avoir une perte de mémoire. Pourquoi donc cette peur est projetée en nous-mêmes? Car à notre tour, mentalement, la peur de ne plus acter dans notre entourage, c'est encore notre ego. C'est qu'on a peur de ne plus coexister dans ce monde-là. Parce que avant de mourir, il faut naître. Et avant d'arriver sur Terre, on n'était pas là. Et même si on n'était pas là, cette dimension dans laquelle on vit continuerait sans nous. Et notre passage est
en toute évidence, pour participer à cet enchaînement. Comme un maillon de chaîne, on va participer à l'agrandissement, à l'évolution de la société. C'est pour ça qu'on a eu des parents, des arrière-grands-parents, et pour certains, on va avoir des enfants, des petits-enfants. Et là, ce n'est que génétique, c'est que organique. Mais à travers nos actions, alors pas les pensées style loi de l'attraction, on attire ce que l'on est, ou tout ça, mais à travers nos pensées de mouvement, de notre comportement et de notre manifestation physique dans cette réalité, on fait évoluer les choses, on les fait évoluer, on les fait grandir. Quoi qu'il arrive, c'est de la progression. Même si parfois il y a un peu de... On peut penser à de la régression ou des choses qui ne sont pas justes dans ce monde. Cependant, il faut de l'erreur pour comprendre. Il faut des échecs pour réussir. Et donc, même si des choses se passent pas comme il faut, évidemment, des choses très mal, cependant, ça permettra aux générations futures de ne pas répéter l'erreur. Malheureusement, on est tellement en ce moment, il y a beaucoup de cas de personnes un peu en possession de vieilles valeurs et de vieux conditionnements. C'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir. Et on répète, on en a parlé de cette boucle, et elle s'use. Elle s'use, elle s'use, elle s'use. Il y a cette notion d'amnésie aussi. C'est-à-dire qu'on vit pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et quand tu vois la définition du mental, le mental a une première mission qui est de nous empêcher de vivre l'instant présent. Son but, c'est qu'on puisse vivre dans le passé pour se projeter dans l'avenir et déformer l'avenir et déformer la mort. Ce rôle de la matière. Et je pense vraiment à un niveau d'échelle après la mort. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport à notre maturité intérieure face à la mort, par rapport à notre maturité. Je te donne 2 exemples. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui conduit, qui vient de gifler sa femme, qui est hors de lui, qui est dans sa voiture, qui va se prendre un platane, qui va mourir là dans 5 minutes, et une autre personne qui meurt accompagnée des siens qu'il a aimés, est-ce que tu penses que le parcours après va être le même? Dans le fond ou la forme? Tu choisis ce que tu veux. Dans le fond, oui. Il sera le même. Il sera le même. Dans la forme, non. Car je pense pas qu'on en... Je discute peu d'après la mort. C'est-à-dire, je m'occupe de l'instant présent, maintenant, de notre vie. Je pense que l'on garde le passé en mémoire qui se cumule à travers notre corps physique. Donc, le cerveau, le mental, les réflexes psychologiques, tout ce qu'il en suit. Mais effectivement, une personne qui va être plutôt violente à la fin de ses jours ou qui va causer des actes tels que ce que tu viens de dire, des personnes vont hériter de ça, vont hériter de son ego, de son mental. Et pour moi, c'est un peu ce que j'appelle le monde de l'au-delà, c'est-à-dire le monde aussi de l'âme, des âmes. J'emploie ce terme-là pour être bien compris, pour que ça soit un peu plus universel. Car moi, le mot âme, c'est encore du conditionnement. J'appelle plus ça de la mémoire emmagasinée. Mais j'utilise le mot pour être un peu plus universel. Et pour te rejoindre, on est un peu sur le même diapason, puisque l'âme, pour moi, qu'on appelle corps subtil, en fait, le corps subtil, c'est la rencontre, c'est en fait une forme de corps animé par l'émotion, qui est donc l'accumulation des mémoires, l'émotion. L'émotion, on entend bien l'expression M, qui est l'émotion est là pour s'exprimer. Si elle ne s'exprime pas, elle reste cumulée. Et liée à la cogitation, que j'appelle cogitation. Donc là, vraiment, il y a une des clés. Pour moi, c'est la clé. Alors, en même temps, je parle de clé, mais en fait, il n'y a pas de clé. La conscience est là. Donc, il faut chercher la distorsion et l'erreur. L'erreur, c'est pour moi l'identification à ces mémoires, c'est l'identification à ces conditionnements,
l'identification au système très récent de ce qu'on traverse actuellement, mais qui afflige à l'âme justement une forme d'infantilisme en CDI, en contrat à durée indéterminée, qui fait que ça n'a pas de répercussion non seulement sur cette vie, mais sur le voyage de cette particule d'âme pour la suite. L'âme ne vit pas. C'est notre corps qui met en vie notre âme. L'âme, c'est de la mémoire passée, c'est mort. Ce qui est mort est passé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, le passé est égal à mort. Instant présent égale vie. Et c'est là encore une dualité. C'est-à-dire que, évidemment, faire nos lacets, apprendre à faire un lacet ou la cuisine, c'est aussi un héritage de mémoire. Donc, c'est pas le but de remettre tout à zéro au niveau de la mémoire. Mais cependant, l'âme, elle est morte et elle ne fait pas le tri d'elle-même. En fait, c'est un dépôt intérieur, mais dans un monde subtil, invisible. C'est pour ça que je le mets au même titre que de l'au-delà. Le monde des morts, l'au-delà, l'âme fait partie de cette dimension-là. Donc tout ce qui va être dépôt mémoriel. Mais ne fait pas le tri. Il n'y a pas une polarité dans l'âme. C'est-à-dire que c'est un amas de passé, de mémoire. Mais dans un dépôt, on peut très bien avoir de belles choses comme de choses qu'on ne se sert plus. Dépôt ne veut pas dire poubelle. Dépôt veut dire un stockage des choses. Et ensuite, c'est notre corps matérialiste, physique, dans cette dimension dans laquelle nous interagissons, qui, elle, va mettre en lumière ce qui est dans cet arrière-plan subtil. Et je pense qu'on pourrait faire une toute petite parenthèse sur ce travail un peu, cette symbolique un peu de l'alchimie, de transformer le plomb en or. Oui. Eh bien, on pourrait dire que le voyage de la vie, c'est de quitter de plus en plus le grossier pour aller de plus en plus vers le subtil. Et puisque le mental nous empêche de vivre l'instant présent, puisqu'il est la construction des mémoires, et que tout notre parcours, c'est de comprendre comment on est identifié à ce mental, mais en même temps, on doit passer par lui pour faire ce que j'appelle un travail de croissance intérieure, qui fait que plus on va comprendre comment on est prisonnier et identifié, et plus on va apprendre à être de plus en plus souple par rapport à ces conditionnements. Et ces conditionnements sont proportionnels à notre peur par rapport à la mort. Et donc, c'est très important de comprendre que, bon sang, si le mental nous empêche de vivre l'instant présent, il y a une clé à comprendre par rapport à l'apprentissage de la mort, qui est finalement, est-ce que l'instant présent ne serait pas le suprême apprentissage de mourir à chaque instant? C'est-à-dire de mourir à chaque instant par un renoncement, entre guillemets, de plus en plus net par rapport à son mental, à notre mental, finalement, qui lui veut surtout exister en nous faisant croire que cette illusion de vivre comme une forme de robot biologique est un fait établi. Donc, tu vois, est-ce que ce ne serait pas un apprentissage que l'instant présent est le formidable moyen, finalement, de mourir à son mental? C'est-à-dire, tu vois, tant qu'on est comme un... Je ne sais pas comment expliquer le terme, mais c'est comme si on se mettait une ornière devant les yeux et qu'on vit toute sa vie comme un cheval qui galope, etc. Et puis on voit la mort au bout, on se dit « Oh là là, bon sang, qu'est-ce que je peux faire ?» Ah, peut-être qu'il y a le transhumanisme aux États-Unis là qui va nous permettre d'être immortels, etc. J'exagère un peu, mais on peut en parler. Ce rêve mythique de l'être humain de dire, c'est la folie du mental de penser que, en se mettant des prototypes, en mélangeant la génétique, l'informatique, les nanotechnologies, de croire qu'il va être immortel. Mais immortel par rapport à qui et par rapport à quoi? Par rapport à lui? Peut-être dans un monde complètement fantasmatique, qui est et qui est encore une forme de matière fabriquée, tu vois, subtile. Mais là, dont on parle, c'est le fameux instant présent, c'est un moment
décrocher les oreillettes. Les œillères. Les œillères, Ouais. pardon. Décrocher les œillères et de se dire, à chaque instant, on a le choix, finalement, de fortifier la peur de la mort et de trouver des stratégies qui sont des stratégies, en fait, des fausses stratégies où on dépense une telle somme d'énergie, alors que la vie nous a offert un potentiel qui est de se dire qu'à l'instant présent, on peut faire intervenir une forme de conscience, et cette conscience, en fait, c'est l'unification de son physique, de ses émotions et de son intelligence. En fait, la conscience de l'instant présent, c'est sa capacité à se désidentifier de ces programmes qui sont dans le corps, parce que le corps est aussi un programme lié à nos tensions, nos crispations, lié à nos émotions. Il y a un programme lié... génétique, l'ADN. Voilà. Et tu parlais de naissance tout à l'heure. Eh bien, on pourrait presque dire que si on est encore collé à sa naissance physique, avec tout ce que ça interprète, ça veut dire qu'on est encore collé à une mort physique, je dirais grossière. Mais si on comprend que notre vraie naissance nous appartient finalement, la vraie naissance, qui est l'accouchement de notre être, eh bien, de même, cet accouchement de notre être nous apprend à avoir un autre miroir de notre finitude, en nous montrant qu'en fait, il n'y a pas de finitude. Il y a une forme de traversée, d'évolution, qui n'aura jamais de fin, finalement. Et ça n'aura jamais de fin aussi. Enfin, oui, exactement. Et à travers ce que tu vas laisser comme empreinte dans la mémoire des autres. Oui. Et c'est oui. Tout comme on a des empreintes. Alors, bon, je vais prendre un terme, même si c'est pas mon habitude. On dit nous sommes poussière d'étoiles. Mais pourquoi? Car en fait, d'autres planètes sont mortes, ou des astéroïdes qui sont transformés en comètes ou en astéroïdes, qui sont mieux alimentés la planète Terre. Et toi, tu es aussi une alimentation de tout ça. Bien Parce sûr. qu'ensuite, les minéraux sont apparus, les végétaux, les animaux, et tout ça, nous sommes au même point. Alors, point de départ, à prendre avec des pincettes, parce que est-ce que l'univers a eu un point de départ ou pas, ça, on peut dire. Mais tout ça, c'est renouvelé. Renouveler. Et quand tu dis il faut mourir chaque minute ou chaque seconde, de laisser derrière nous cette traînée mémorielle, parle de renaissance aussi. Donc chaque mort à une minute, nouvelle renaissance, mort, renaissance, mort, renaissance. Et cette mort-renaissance est proportionnelle au degré de conscience. C'est-à-dire qu'on peut être en mort-renaissance avec un degré d'amnésie. Mais on l'est toujours, enfin, du moment que l'être est en mesure de parler, de réfléchir, d'acter dans notre matière, il est vivant, il y a une conscience. Tout à l'heure, tu as dit le conditionnement, les croyances et la peur de la mort. Je pense, de mon point de vue, plus il y aura de cumul de croyances et de conditionnements, plus la peur de la mort se fera présente, car c'est une peur d'abandonner tout ça. Plus on va être attaché à nos croyances et à nos bagages, plus tu vas être attaché à ta valise, plus tu mettras de choses dans ta valise, plus elle te sera chère au fond de ton cœur. Tu voudras partir avec. Voilà. Et donc, en fait, cette valise, si on te la vole ou tu la perds, ce sera un désastre. Donc, la plus grande des peurs, c'est de perdre cette valise, ce bagage de connaissances. Et oui, c'est l'effet miroir d'une autre illusion, ça, Yannick, qui est le vide ontologique du départ. C'est-à-dire que l'illusion première, c'est l'enfant qui pense qu'il vient du vide. Parce que nous naissons, c'est un fait établi que nous naissons, même s'il y a des mémoires cumulées, mais nous naissons avec un sentiment d'amnésie. C'est-à-dire que on a une forme, pour moi, vraiment une forme de programme qui nous empêche de penser qu'on ait conscience quand on est enfant, même si on a ce souvenir, mais on a un programme qui nous dit « tu viens du vide, tu dépends complètement de l'extérieur, tu vas quitter si la croissance de l'enfant dans le ventre de la mère s'est faite de façon normale, sans traumatisme, et l'enfant ne supporte pas de quitter le ventre de sa mère, il est protégé dans un tout. » Voilà. Et bien cet enfant va se retrouver finalement presque enchaîné, il est obligé d'aller de l'avant,
Il ne peut pas revenir dans le ventre de sa mère. Donc il est obligé de s'adapter. Il ne peut jamais revenir en arrière. Il est obligé de s'adapter avec cette illusion de croire qu'il vient du vide. Et en fait, ce vide est l'effet miroir de la peur de la mort. Parce que chaque être humain qui n'a pas travaillé sur cette notion de conscience, avec un grand C, pense qu'il faut absolument occuper ce vide pour éviter d'être angoissé. Mais en tant qu'organisme vivant, c'est un réflexe naturel d'avoir peur du vide. Bien sûr. Parce que même si on n'en prend pas conscience, mais on est entouré constamment de matière. Là, on a de l'oxygène, du CO2, même si ce gaz est invisible, on baigne dans de la matière. La matière, c'est pas que la table, c'est pas que du solide, c'est aussi à l'état gazeux ou liquide. Le corps humain, si je te mets dans l'espace sans combinaison, dans un vide absolu, ton organisme ne le supporte pas. La peur du vide est quelque chose aussi organique. C'est aussi quelque chose qui fait partie seulement. Voilà. Oui, bien sûr. Fait partie. Là, je parle le reflet de l'inconscient humain par rapport à son corps physique. C'est qu'il a besoin de matière. Il peut pas être dans le vide. Même si on sait que dans l'univers, on va pas faire d'astrophysique, mais le vide ou le néant n'est pas vraiment une valeur sûre. Ça n'existe pas vraiment. Il y a plein de particules, des atomes, des neutrinos, des photons qui se baladent dans le cosmos. Mais quand je parle de vide, c'est de plus être en forme atomique, enfin de matière. L'air, le gaz, l'oxygène, le CO2. Donc le corps a besoin de matière pour survivre dans la matière. C'est aussi cette peur aussi du vide. Parce que tu as besoin de survivre, ta façon, ton mental a besoin de penser, de matière pour se sentir en conscience. Quand quelqu'un tombe dans les pommes ou dans le coma, c'est quoi la conscience qu'on vit ? Est-ce qu'il est conscient ? La victime, est-ce qu'elle est consciente ? Être conscient, c'est de pouvoir répondre aux questions. C'est de pouvoir, par lui-même, de savoir qu'il est en vie. Voilà. Est-ce que le monsieur est conscient ? Est-ce qu'il a répondu à la question ? Vous savez où vous êtes ? Est-ce que votre prénom, tout ça et tout ? C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de conscient. La conscience, c'est de savoir par soi-même que nous sommes en vie. Et nous sommes dans un processus, de toute façon, où on est mangé et on mange et on est mangé, continuellement. Et donc, l'être humain peut rester enfermé dans ce niveau primaire, en fait, qui est la sauvegarde, sa préservation. Manger, dormir, s'accoupler, avoir peur. Peur d'être mangé, peur de ne pas pouvoir se fortifier, se reposer. C'est-à-dire que c'est un aspect de l'être humain qu'utilise le système, justement, pour l'empêcher de lui montrer que ça, c'est une base, mais l'être humain est programmé pour autre chose, qui est, finalement, pouvoir s'élever intérieurement en s'affranchissant de plus en plus de cette identification à ses besoins primaires, même s'ils sont bien présents. Et je pense que la mort est le reflet de notre niveau de peur qu'on porte en soi. Je pense que la peur et la mort, et quand tu parles des croyances, on peut y rajouter à la peur la culpabilité, parce que si on n'est pas au niveau des croyances qu'on nous a forgées, on se sent coupable. C'est terrible, tu vois. Et on se rend compte que notre passé n'est pas aussi élevé, qu'on a besoin d'un sauveur externe pour arriver au paradis, etc. Tu te rends compte à quel degré on s'humilie, alors que je crois que les deux, face à ce miroir, il y a la peur, qui est liée finalement au cerveau limbique, tu vois, et par rapport aux croyances, la culpabilité. Voilà. Et puis, j'y mettrai, si tu veux bien, un troisième terme, qui est la notion de frustration, liée à ce système de consommation. Finalement, on vit dans une prison qui transforme l'être humain finalement en sous-espèce. Comme ça que je vois. Cette sous-espèce je dirais pas sous-espèce, mais qui le... Excuse-moi. Oui. Je dirais pas sous-espèce, mais je dirais qu'il le rend à son état initial d'animal. Exact. Je préfère ce terme-là. Avec cette triangulaire-là, peur, culpabilité, frustration. Voilà. Parce que là, on est dans l'animal. Là, en fait, parce que c'est là tout à l'heure où je voulais revenir dessus, c'est que là, ce sont les fondamentaux organiques de l'être.
c'est-à-dire manger, respirer. La sauvegarde de son espèce. Voilà, exactement. C'est l'origine. Après, derrière, la peur, la joie, tout ce qui va être émotif, c'est aussi une fonction animale. Un animal a ses peurs. Il est content aussi, l'animal. Il fait la fête, il est content quand il mange et tout ça. C'est aussi de l'organisme, l'émotion. Ça vient de... C'est une réaction chimique du corps, l'émotionnel. Et c'est les mémoires cumulées qui vont traduire ce qui se passe dans la tête, dans le corps. Donc, en fait, voilà, c'est pas se rendre à une sous-espèce, parce qu'en fait, l'animal ne réagit pas sur ses propres actions, il n'a pas le moyen de se remettre en cause. C'est marrant, tu regardes un animal devant la glace, il se reconnaît pas. Jusqu'à pas à se reconnaître devant une glace. Alors, certains, oui, au bout d'un moment, mais un chat, des fois, on peut voir, il passe devant une glace, il va renifler la glace, il va se demander, mais qui est ce personnage Il va même parfois sursauter. Et c'est une différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal ne reconnaît pas qui il n'a pas la notion de réfléchir sur son acte. Et tu vois, Yannick, cette discussion nous permet finalement maintenant de passer à ce palier qui fait la différence entre cette partie animale qu'on porte, sur laquelle on peut être attaché, identifié, et cette partie qu'on pourrait appeler plus subtile, que je sens moi qui est EST, qui n'a ni début, ni fin, qui nous permet de transformer ce que j'appelle le sujet en objet. C'est-à-dire qui nous permet de nous décrocher de ces identifications et pour retrouver une forme de souveraineté. Alors, souveraineté, c'est un terme que je mets à petite dose, mais voilà. Est-ce qu'on peut aller plus loin là, Yannick, qui est... Voilà. Est-ce que la mort ne serait pas le reflet de ce passage délicat entre cette partie, je dirais, primaire et animale, et autre chose, sur laquelle la mort doit nous... Le miroir de la mort est une forme d'enseignement qui est de nous apprendre à vivre ce fameux instant présent, dont on parle beaucoup. Mais du moment qu'on sait que si le mental nous empêche de vivre l'instant présent, comment peut-on vivre l'instant présent? Puisque c'est la clé qui va nous permettre de traverser d'une façon plus apaisée, peut-être, ce début qui est la mort. Évidemment, si on prend, si on résume un peu ce qu'on a dit, c'est la mémoire forme le corps, forme l'âme, forme le conditionnement va former notre état d'être, et les croyances et tout ce qui en suit, le passé. Lorsque l'on meurt, il n'y a plus d'activité de la pensée, donc il n'y a plus d'activité de l'ego, il n'y a plus d'activité du corps. Lorsque l'on dort, il y a très peu de pensées. Ça n'empêche pas que l'on puisse rêver. Donc, et sortir des informations que l'on ne peut pas reconnaître étant éveillé. Alors, pas des informations de choses un peu paranormales, mais des informations sur nous-mêmes, sur nos rêves, d'où le fait d'analyser nos rêves. C'est que ça permet, l'absence de mental permet aussi l'absence d'analyse. L'absence d'analyse, l'absence de mémoire de conditionnement permet de voir la réalité. C'est l'absence du côté binaire du mental. Et l'absence de la peur aussi. Exactement, oui. Ouais. Je trouve qu'on est arrivé dans notre résonance à vraiment quelque chose qui est vraiment qui me parle beaucoup. C'est pour ça que ça mérite qu'on aille jusqu'au bout de cette réflexion qui fait qu'on comprend bien que la mort est le miroir de notre ambiguïté en tant qu'humain. C'est-à-dire, quand on parlait du meilleur comme du pire, c'est-à-dire qu'on voit bien que la mort est le reflet de là où on en est dans nos identifications. Et que quelle est cette frontière délicate qui fait que
on va tous mourir un jour. Et qu'est-ce qui fait que la mort, la conscience qui va la traverser va être différente. La conscience, je te parle en tant que conscience qui va être produite par un humain qui prend conscience que son premier travail est ce de désidentifier de son mental. Voilà. C'est-à-dire que quand je te dis que la mort est quelque chose qui est en face de chacun, mais sa perception est différente, peut être différente pour un être humain, pour un autre être humain, parce que chacun va être devant ses culpabilités, ses frustrations, ses peurs, par rapport à des tas de choses, par rapport à sa perception, comment il a vécu l'instant présent, comment il a su apprécier finalement, de bien apprécier les instants heureux qu'il a pu traverser, sans vouloir être dans cette quête perpétuelle d'insatisfaction, parce que n'oublions pas que le mental est lié au désir, et que le désir c'est la force cinétique du mental, qui nous entraîne dans une course sans fin d'insatisfaction, dont le système sait bien profiter. Le système qui nous dit « va acheter cette petite boîte verte, elle va te rendre heureux, en complétude ». Et les gens l'achètent, et puis ils l'achètent, et puis ils se retrouvent finalement dans un degré de satisfaction énorme pendant 10 secondes. Et après on leur dit « mais il y a une autre boîte encore plus loin qui est extraordinaire, vas-y ». En fait, on exploite le degré d'absolu que possède l'être humain, et on l'oriente vers un chemin de finitude. Ouais. Ce que je veux dire, c'est ce reflet de la mort, c'est cette notion, à quel degré je sers mon absolu. À quel degré je donne du sens à l'absolu qui me porte. Voilà. Et qui peut m'arracher ou me faire accoucher de ma finitude, de ma mesure, de ma limitation en tant qu'animal. Donc c'est ça que je voudrais qu'on puisse échanger, qui est quelle est cette frontière finalement qui fait que la perception de cette mort est complètement différente de quelqu'un qui resterait identifié à ses besoins primaires et quelqu'un qui prend conscience que la société de consommation peut l'orienter vers quelque chose qui va être dans l'insatisfaction permanente et la frustration. L'attachement. Et que les besoins primaires, c'est bien de pouvoir les assouvir, mais il y a une autre frontière, et cette vraie frontière qui est notre évolution. Évolution. Est-ce qu'on peut parler de métaphysique ? Oui. On peut en parler, Yannick. De l'évolution métaphysique qui est pour moi vraiment le fondement et l'objet même de notre vie. C'est les causes premières. Ouais. Oui. Et je pense que la frontière dont on essaie de parler serait l'attachement. L'attachement au désir et l'attachement matérialiste. Parce que tout ça, ce n'est que matière. Que ça soit de la matière visible comme ce coussin ou de la pensée, de la croyance, c'est de la matière. Et on alimente, tout à l'heure je l'ai expliqué, on alimente la matière par de la matière. Donc, qu'elle soit physique ou invisible, cette matière, que ce soit de la pensée, on veut alimenter nos pensées parce que ça nous réconforte. Car depuis tout petit, tout comme un doudou que nous avons, ça nous rassure, ça nous fait sentir en vie. Tu parlais de cette petite boîte verte, mais ce n'est vraiment qu'un petit pourcentage de la consommation, car se maquiller, se pouponner, se faire une belle coupe de cheveux, être élégant, ça reste encore une satisfaction personnelle. Mais pour soi-même, tu vois ce que je veux dire ? De se donner une importance à son physique. Ah, je veux la plus grande télé, je veux la plus grosse bagnole, je veux le plus gros piano, je veux la meilleure femme au monde, le meilleur mec. Qui sont des réactions. Et ça revient par ta petite boîte verte, c'est entretenir le désir. Et l'attachement à notre ego entretient notre désir. Cette frontière, je pense qu'il est au niveau de l'attachement. La mort, je parle de la mort psychologique, la stop. La stop. Alors, petite durée, parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir besoin de nourriture pour te nourrir. Tu as besoin, de temps en temps, de te sortir un peu de ton quotidien, te divertir aussi, écouter de la musique, aller au cinéma. Il y en a besoin, voilà. Mais quand tu arrives dans un silence absolu au niveau du mental, c'est-à-dire créer un système off, on coupe la machine
le disque dur, la mémoire, on coupe l'âme. Là, une forme d'énergie absolue vient vraiment nous transpercer. Et à travers là, beaucoup de choses viennent. Ça renouvelle la fraîcheur de l'organisme et de notre perception de la réalité. Et ça va faire du ménage dans l'âme, dans les mémoires. Hein. Il y a des petits atomes mal conditionnés. on va les nettoyer. Et ça va nous permettre de voir plus juste les choses, sans mettre de symbolisme, d'image, d'étiquette. Hein. Ma femme, la meilleure, la plus belle. Tu vois, toutes ces ces petits détails qui n'ont aucune importance, mais que pour notre conditionnement et notre mémoire, va en avoir. Est-ce que ce serait, en réponse à ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait parler de partir d'une forme d'égocentrisme qui est l'identification au corps physique, vers un cosmocentrisme qui est évidemment de se rendre compte que ce vide qui nous angoisse tant, qui est un vide ontologique, qui est une pure illusion finalement, du moment qu'on prend conscience que le vide n'est pas vide et que c'est la conscience qui est présente, nous permet finalement d'acquérir de plus en plus une forme de cosmocentrisme, c'est-à-dire une forme de connexion avec le tout, qui fait que ce tout intègre même la mort. C'est-à-dire que la mort ne devient plus un poids qui est là, comme souvent les images qu'on a de la mort, et la grande faucheuse. Alors que finalement, la mort n'est que finalement presque un épiphénomène dans ce grand mouvement de création, préservation, destruction, qui est un grand mouvement, qui fait que où est-ce qu'on est dans ce grand mouvement? Est-ce qu'on est complètement emporté, identifié par ce mouvement? Ce qui veut dire que où on est en tant qu'humain là-dedans? Ou est-ce que d'un seul coup, on prend conscience, mais c'est incroyable. Dans ce grand mouvement, je suis un peu comme un surfeur, tu vois, qui a une conscience, qui peut d'un seul coup se rendre compte, qui peut se rendre compte qu'il est conscient, qu'il n'est pas qu'identifié à tout ça. Et s'il y avait une définition à l'être humain, tu vois, ce serait quelqu'un, c'est une définition un peu simpliste, c'est un surfeur qui est sur les vagues de tous les phénomènes de création, préservation, destruction. C'est d'arriver à trouver, par son propre passé, un travail en soi qui nous fait prendre conscience que c'est de quitter finalement toutes les identifications à toutes nos formes mentales, toute notre forme de tension physique, toutes les mémoires cumulées. Nous ne sommes pas les fils d'eux ou les filles d'eux. Nous sommes, je dirais, prendre conscience qu'à travers notre passé, on peut prendre conscience qu'on est conscience. Et c'est là qu'est finalement, face à la mort, si on lui fait la gueule, elle nous fait la gueule. Si on lui sourit, c'est une image un peu simple encore, mais si on lui sourit, elle nous sourit. Mais pas un sourire béat. C'est de prendre conscience que la mort est là, je l'intègre, elle est là. Et que du seul coup, ça fait peur au mental, parce que le mental est dans la finitude. Mais en même temps, le mental est prêt à être dans la reddition. Il n'est pas là pour nous pourrir la vie non plus. Il est là comme une forme d'instrument qui est devenu tout-puissant. Mais en fait, c'est un instrument où on doit retrouver sa dignité. Il n'est qu'un instrument à notre service. Et notre société nous fait croire que le mental est le roi. Eh bien non. Et plus on sera finalement à utiliser ce mental comme un outil de connaissance de soi et de son passé, et plus la mort nous semblera peut-être moins étrangère. En fait, la mort est notre meilleur ami. En fait, je ne dirais pas que la mort est notre meilleur ami, car c'est ce qui va nous stopper dans notre vie, on est d'accord. C'est ce qui va stopper, c'est ce qui va nous stopper. Par contre, comprends ce qui est plus fort que toi, tu deviens plus fort que lui.
Donc là où tout le monde se réfugie derrière des peurs de la mort, si tu la mets à terre, si finalement tu as compris que c'était une vérité absolue, que tu vas mourir, que ça fait partie de ta vie, mais que tu vas dans cette direction-là et que tu l'observes, que tu regardes bien tes peurs, la peur de la société, l'ensemble des choses, sans avoir de préjugés, d'accord ? Sans ouvrir un livre, avoir un mode d'emploi, donc qu'est-ce qu'a dit un tel sur la mort et tout ça, ah oui, mais de voir par soi-même, de comprendre au fond de nous, comme tu dis, peut-être que toutes les explications sont dans notre passé. Donc dans ces cas-là, si le passé c'est un livre, il faudrait un jour l'ouvrir et le lire de A à Z, et non pas d'avoir peur, je vais sauter une page sur deux, ou je vais lire les chapitres qui me conviennent. C'est de voir la totalité dans ce livre de la vie passée, pour avoir une meilleure compréhension de l'instant présent, de la vie présente. Et je ne dirais pas que la mort est notre allié, mais en tout cas, le fait de la dominer, de la surpasser, donc ne plus avoir de peur. Une personne qui fait de l'escalade, s'il ne surpasse pas sa peur du vide, il ne va pas grimper. Ben c'est pareil. La mort est là. Il y a des phénomènes dangereux pour le corps physique. Escalader aussi, ça peut être dangereux. Prendre l'avion peut être dangereux aussi. Mais si tu ne dépasses pas cette peur de la mort, c'est-à-dire si tu la prends pas en face à face, droit dans les yeux, et que tu aies une discussion avec elle, si elle te prend le dessus, là, tes peurs elle va t'attraper. Tandis que si la mort, tu as compris ce que c'est, mais vraiment au fond de toi, avec une recherche réelle, intérieure, vraiment, pas à travers les livres ou des récits d'autres, tu la domineras. Parce que la mort, comme tu dis, la perception est personnelle. C'est pas moi qui vais expliquer comment aux gens de regarder la mort. Ni toi, ni personne d'autre ne peut. C'est comme si j'expliquais aux personnes comment regarder la vie. C'est ridicule. Il faut que ce soit de toi-même, de l'observateur, vraiment. Et sans mettre de ton âme, sans mettre de déformation du passé. Et une fois que la mort est comprise, tu l'as dominée. Elle ne peut plus te rattraper. Tout à l'heure, on parlait de valise. Plus il y a de bagages, plus il y a de conditions, plus il y a de croyances. Si elle est lourde, tu vois, tu as peur de t'en séparer. Et ben pourtant, si tu la lâches, tu peux courir. Voilà. L'avantage, c'est de lâcher les croyances, les conditionnements et la mémoire te permet aussi d'être plus léger et de pouvoir acter plus vite dans ton déplacement. Il faut vraiment ne pas oublier les choses du passé, mais ne pas y être enchaîné non plus. Et j'ai eu un petit flash comme ça. Je trouve, tu sais, on a un corps, c'est notre véhicule. On va la prendre comme une véhicule, une auto. Et j'ai l'impression que le conditionnement et les croyances, en fait, c'est un peu notre ceinture de sécurité, en fait. Oui. C'est un peu la ceinture de sécurité. On s'y attache pour se sentir en sécurité. Le problème, c'est que le jour où il faut sortir du véhicule, il faut la détacher. Et je pense que, voilà, il faut retirer un peu de sécurité pour se sentir un peu plus libre, pour pouvoir sortir du véhicule sans attendre que le véhicule soit foutu, en fait. C'est-à-dire que le véhicule est indispensable, mais avant que le moteur lâche, l'organisme, tu parlais de la mort organique, physique, avant que le moteur lâche ou le reste de la voiture lâche, le reste du véhicule lâche, il faudrait retirer un peu la ceinture de sécurité, de temps en temps, ouvrir la portière, sortir un peu de notre véhicule, notre ego, notre mental, faire un tour et y revenir. C'est indispensable, parce que je ne pourrais jamais être dans le corps de David Bouquet, ni dans le corps de qui que ce soit d'autre. Mais voilà, c'est un peu la croyance, c'est un peu une ceinture de sécurité, mais qui est parfois trop bien attachée. Donc on pourrait dire, Yannick, que finalement, l'apprivoisement de la mort serait notre capacité à pouvoir de plus en plus vivre l'instant présent. Exactement, parce que le passé, c'est la mort. Si tu es que dans ton mental, dans ton passé, et vraiment ancré avec une âme très lourde, tu es déjà un pied dans la mort. Tu es déjà plus dans la mort que dans la vie. Car la vie, c'est cette énergie qui va te permettre de renouveler et de la transformer, de la réincarner sur l'instant présent. Je ne parle pas de réincarnation de vie passée, vie antérieure, spirituelle,
où l'on parle, il y a 500 ans, j'étais Jeanne d'Arc, ou je fus un roi. Non, non. La vie antérieure, c'était ta vie d'il y a 2-3 mois, il y a 10 ans. Et cette énergie de vie, de créativité, la créativité, elle est maintenant, elle n'est pas dans la mort, elle n'est pas dans les vies antérieures. Elle est maintenant, la créativité, c'est l'énergie de l'instant présent qui te permet d'épurer ces mémoires passées. Et en épurant ces mémoires passées, en faisant le tri, en les filtrant et en faisant une transcendance de ses propres mémoires, on transcende la mémoire du passé, du restant de l'humanité. C'est ça. Car évidemment, rien n'est de toi, rien n'est de nous. C'est-à-dire notre envie d'avoir, être habillé en noir ou en gris, ce sont des héritages mémoriels, en fait, d'autres choses. Et tout est comme ça, même notre langage, notre français, on parle français, mais c'est pas nous, on n'a pas inventé le français, on n'a pas inventé le langage. Par contre, on a cette faculté de se l'approprier et d'être un créateur de vocabulaire. Tu vois ce que je veux dire ? Et les langues, tout se transforme comme ça à travers le temps. Mais si tu es là à avoir peur de la mort, donc c'est que tu as peur. Avoir peur de la mort, c'est avoir peur du passé. Avoir peur du passé, c'est-à-dire ne pas s'autoriser à y toucher. Lorsqu'on a peur de quelque chose, on n'y touche pas. Je dirais que je nuancerais la peur de la mort, c'est subir son passé. Ça veut dire qu'on n'a pas fait ce travail de désidentification par rapport aux mémoires cumulées. Et j'aurais presque envie de dire à travers tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui que, en fait, je suis tout à fait d'accord, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais par rapport au fait que dans cette vie, tout est réuni pour qu'on puisse comprendre. Et vraiment, qu'on puisse comprendre, on a des outils suffisants pour bien comprendre, à apprécier l'instant présent. Il n'y a pas à faire un travail pour essayer de trouver ce qui a été dans le passé, mais c'est apprendre, se faire confiance que dans l'instant présent, nous avons toutes les capacités et le potentiel pour vivre exactement en pleine, je dirais, dans un plus haut degré de niveau de conscience, cet instant présent. Et c'est vraiment en vivant dans cet instant présent, et comme tu dis, de ce travail intérieur au niveau de ses émotions, au niveau de sa façon d'orienter ses pensées, au niveau de ses crispations, au niveau de son corps, qui nous empêche finalement de pouvoir saisir un instant, comme on peut saisir un papillon. Eh bien, c'est vraiment dans cet instant-là, de plus en plus conscient, que la mort va faire partie complètement intégrante de cet instant présent. Puisque la mort est aussi un instant présent perpétuel, puisque à chaque instant, il y a une mort. Le point central, c'est en fait la réunification des polarités, de la dualité. Et c'est une forme de mort aussi. Et on dit souvent, finalement, l'apaisement, c'est retrouver en soi la neutralité, c'est-à-dire le plus et le moins. Toc. Le désir, c'est de rencontrer, c'est la volonté de rencontrer à l'extérieur sa moitié. Et une fois qu'on l'a rencontrée, c'est de faire l'expérience que l'instant présent, c'est cette rencontre, cet apaisement de la naissance et de la mort, finalement, qui sont dans un effet miroir. Et l'instant présent, les deux se conjuguent. Et à travers notre propre expérience, les deux se conjuguent, et on est complètement dans une forme presque de définition, je dirais presque subtile de l'humain, qui a finalement pour exercice, on peut dire ça comme ça, à réunifier la mort et la naissance en lui-même. On pourrait, si tu veux bien, je te laisse faire le mot de l'ouverture, puisqu'on n'a pas jamais fini ce sujet, mais on pourrait réfléchir au fait que dans l'instant présent est réunie la naissance et la mort. Quand tu respires, tu as deux mouvements. L'inspiration, l'expiration. Il y a un cycle. Il ne s'arrête jamais. Sauf si tu fais de l'apnée, évidemment. Mais inspiration, expiration. Battement du cœur. Aussi. Et donc tu vois comme quoi un air passé, avec beaucoup d'oxygène, l'instant présent te le fait transformer en CO2. Tu sais,
tu le transformes, Mm. tu le modifies. Mm. Si je fais un quart d'heure, c'est fini. Mm. Parce que je ne suis pas en mesure Mm. de transformer le passé. C'est-à-dire de transformer cet oxygène qui va me nourrir, qui va ressortir en CO2. Si je reste dans le passé, dans la mémoire, que dans l'inspiration, et s'il n'y a pas d'expiration, il y a une mort. Mm. Donc, comme tu dis, il y a automatiquement un rebond. C'est-à-dire qu'en fait, une vie, naissance, mort, Vie. voilà, Naissance, naissance, mort, mort, naissance, mort, naissance, mort, naissance, mort, mais dans le sens subtil, hein. Oui, oui, Pas dans le subtil. sens de l'organisme. Oui, L'organisme, oui. lui, il est autogéré. En fait, Oui. je respire, je contrôle pas les battements de mon cœur, je nie le cerveau droit, cerveau gauche, mes reins, je décide pas qui va fonctionner le mieux, le droit ou le gauche. En effet, c'est cette frontière subtile dont tu parles, dont on parlait tout à l'heure justement, qui est qu'est-ce qui fait que, eh ben c'est ça en fait, c'est de comprendre d'une façon subtile, mais à la fois dans notre expérience en tant qu'individu, que de sentir combien à chaque instant nous avons les capacités de vivre naissance et mort.